compétitivité par rapport à des pays comme la Chine, par rapport à des pays comme l'Inde, dont les systèmes sociaux ne sont pas les mêmes. Je le comprends, d'une certaine façon je l'accepte, ou plus exactement nous le subissons. Mais je ne peux pas accepter les déficits de compétitivité avec notre principal client et notre principal partenaire, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, 80 millions d'habitants, notre grand voisin, première économie d'Europe, nous sommes deuxième économie d'Europe. C'est notre premier partenaire, ceux qui nous achètent le plus et ceux à qui nous vendons le plus. Le déficit fiscal et qui n'a pas attendez, le déficit de compétitivité est inacceptable, mais ça va bien au-delà de ça. Pour les producteurs de lait, ce n'est pas acceptable que les Allemands puissent produire du lait à des coûts moins élevés sociaux que les Français. Ce n'est pas acceptable qu'on perde des parts de marché sur le lait. Ce n'est pas simplement le bouclier fiscal. Donc, notre idée, c'est de créer les conditions d'une zone à fiscalité relativement homogène. Il ne s'agit pas de faire tout comme les Allemands, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est quand même le meilleur exemple économique d'Europe. Mais d'avoir une zone où nos impôts seraient comparables et compatibles. Ça donne quoi ? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alors, d'abord, ça donne une première chose, c'est que les Allemands font le choix d'une assiette large et d'un taux bas, et que la France fait le choix d'une assiette faible et d'un taux haut. Je voudrais par exemple qu'on harmonise nos assiettes, et ça vaut notamment sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés, mais ne soyons pas trop techniques. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Les socialistes allemands ont supprimé, il y a quelques années, l'impôt sur la fortune. Ils l'ont supprimé. Et vous souhaitez qu'on supprime en France ? Non, pardon, après, c'est moi qui vous dis, n'allons pas trop vite. C'est une décision qu'ils ont prise. Les Allemands ont supprimé l'impôt sur la fortune. Ils ont été imités par qui? Par les socialistes espagnols qui ont supprimé l'impôt sur la fortune. Donc nous nous trouvons dans une situation où il y a un impôt sur la fortune en France et pas d'impôt sur la fortune en Allemagne. Comme nous sommes l'un à côté de l'autre concurrents et partenaires, il y a beaucoup de capitaux qui partent en Allemagne parce qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune, alors qu'en France, il y a un impôt sur la fortune. Mais l'Allemagne taxe son patrimoine, les patrimoines d'une autre manière. Voilà, d'où l'idée que j'ai d'harmoniser les choses. Deuxième élément, l'Allemagne avait un bouclier fiscal. Quand elle a supprimé son impôt sur la fortune, elle a supprimé son bouclier fiscal. Si vous regardez la France, le bouclier fiscal, c'est pas du tout ce qu'on dit. Le bouclier fiscal, ça consiste à poser comme principe que nul sur le territoire de la France ne payera plus de 50% d'impôts que ce qu'il a gagné. S'il a gagné 100, l'État ne lui en prendra pas plus de 50. Quand on me dit « ah ben le bouclier fiscal, ça permet aux plus riches de ne pas payer l'impôt », c'est absurde. C'est-à-dire qu'il y a eu des exemples un peu symboliques qui ont suscité des réactions dans l'opinion. Madame Bettencourt. Vous savez, les exemples... C'est vrai que l'exemple de Liane Bettencourt a un peu polarisé. Pardon, je suis tout à fait prêt à parler de l'exemple de Liane Bettencourt, mais qui ne correspond en rien à la réalité, puisque l'essentiel de son argent, c'est qu'elle a les actions de la propriété de L'Oréal, et comme elle n'est pas mandataire sociale, ça revenait à lui faire payer un impôt sur une société qui lui appartient, et s'il ne lui appartient plus, elle part en Suisse. Ce n'est pas l'intérêt de la France. Mais restons sur l'exemple. En France, le taux marginal de l'impôt sur le revenu permet d'arriver en dessous de 50%. Donc s'il n'y a plus d'ISF, il n'y a pas besoin de bouclier fiscal. On est à 40%. Ça, oui, mais 40% d'impôt sur le revenu, puis 8% de CSG, qui n'est rien d'autre qu'un impôt sur le revenu proportionnel, ça fait 48%. Donc l'idée que nous avons, c'est d'engager un vaste débat pour prendre une décision au printemps prochain qui permettrait d'harmoniser la fiscalité française et la fiscalité allemande, parce que je ne veux plus de délocalisation, parce que je souhaite qu'on garde des industries en France, parce que j'en ai assez que le capital, le travail et les usines partent de l'autre côté. J'aimerais qu'elles restent en France et que la France soit une terre de production. Et pour cela, créer un nouvel impôt sur le patrimoine dont l'idée est la suivante. Au fond, l'erreur qui a été faite dans les années passées, c'est de taxer le patrimoine, alors qu'il vaut mieux taxer les revenus du patrimoine et les plus-values du patrimoine. C'est l'angle, c'est l'axe de la réforme que nous allons, avec les ministres et le Premier ministre, engager pour la France. Et qui remplacera l'ISF et le bouclier fiscal. C'est à cela que je voudrais que nous puissions arriver. On va vers une suppression du bouclier fiscal, une suppression de l'ISF et une réforme telle que vous venez de le dire. Et une création d'un nouvel impôt sur le patrimoine. Plus généralement, Monsieur le Président. Alors, juste un mot.
J'ai bien conscience, comment dire, de l'aspiration des Français à la justice, qui est un sujet très difficile et considérable, auquel se sont trouvés confrontés tous les gouvernements. Mais ce que je veux expliquer à nos compatriotes, c'est que la justice, c'est pas que chacun ait le même salaire, c'est pas que tous les enfants aient le même diplôme. La justice, c'est que nous ayons un système fiscal qui permet de récompenser ceux qui travaillent, ceux qui font des efforts, ceux qui le méritent, et d'aider ceux qui ont plus de handicap que les autres. La justice, c'est pas l'égalitarisme, c'est pas le nivellement. Et c'est en ça que c'est difficile de construire un système fiscal qui répondra à cette aspiration à plus de justice. J'y serai extrêmement vigilant. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de se défaire de ce qui est devenu un boulet politique parce que vous étiez attaqué sur ce sujet, pas seulement par la gauche? Mais monsieur Pujadas, je comprends que vous disiez ça, mais... Je dis ça parce qu'il y a 2 ans, vous disiez encore c'est indispensable. Non, mais attends, je disais aussi qu'on ne toucherait pas à l'ISF. Donc la question qui se pose à un chef de l'État, comment faire en sorte qu'il y ait moins de délocalisation en France, qu'il y ait plus de capital en France, qu'il y ait plus d'emplois en France, que la France reste une terre de production, avec un système fiscal où on a plus d'impôts que les autres, où on a un impôt sur la fortune qui n'existe pas chez les autres. Les capitaux circulent. Il n'y a pas que les personnes qui circulent. La France ne peut pas être le seul pays qui garde un arsenal d'imposition qui fait que ses usines s'en vont, que ses capitaux s'en vont. Je vais bien vous dire autre chose. Je souhaite, c'était une demande de la CGT d'ailleurs, qu'on oriente plus l'épargne des Français pour financer l'industrie. Nous travaillons sur un système en la matière. Mais je ne peux pas rester immobile. Alors vous me dites, ah, c'est un brûlot politique. Mais tout est un brûlot politique. Il suffit de lire vos journaux à longueur de journée. Je ne vous le reproche pas, je n'ai rien à reprocher. J'essaye de faire le mieux pour l'intérêt du pays. Et le mieux pour l'intérêt du pays, c'est de poser les questions telles qu'elles se posent. Oui ou non, y a-t-il un problème de retraite? Oui. Oui ou non, y a-t-il un problème de dépendance? Oui. Oui ou non, y a-t-il un problème de compétitivité fiscale? Oui. Oui ou non, y a-t-il des usines qui ferment en France pour aller s'ouvrir ailleurs? Oui. Oui ou non, les exportateurs allemands sont-ils meilleurs que les exportateurs français? Oui. Eh bien, il faut bien que j'apporte des réponses, sans me préoccuper de ce que dira un tel ou un tel. J'essaye de toute bonne foi de faire le mieux. On essaiera de rassembler un consensus autour de cela, mais il ne suffit pas qu'on me dise « Ah, c'est difficile, il y a des élections présidentielles dans 1 an et demi, il ne faut pas le faire ». Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je reste tranquillement dans mon bureau. Il y a une autre question que l'on peut ajouter, Monsieur le Président, c'est on a des déficits très importants, on a 150 milliards de déficits. Il faut bien les combler. Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui, au fond, à ne pas augmenter les impôts? Parce que là, on vient de parler de l'imposition sur le patrimoine. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire idéologique. Parce que de tous les pays européens, nous avons même dépassé la Suède et le Danemark. La solution, si nous augmentons les impôts, Claire Chazal, on aura moins d'emplois, moins de croissance, moins de pouvoir d'achat. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il y aura des réductions de dépenses publiques. Est-ce qu'il y aura une politique de rigueur? Est-ce que, par exemple, on peut prononcer ce mot? François Fillon l'a prononcé assez librement, j'allais dire sans tabou. Est-ce que vous... question, je suis pour une... La rigueur. Regardez ce qui se passe en Irlande. Précisément. Oui, ben ça aboutit à quoi? Ils ont des déficits considérables. Ils baissent les dépenses et ils réduisent le PIB. Moyennant quoi, si vous réduisez la colonne dépenses, c'est bien, mais si la colonne recettes se réduit aussi, le déficit augmente chaque année. Donc c'est pas ce qu'il faut faire en France. Ça veut dire qu'il faut baisser les dépenses. Non. Comment stoppez-vous le déficit et la dette publique? Le problème de la France, c'est trop de dépenses publiques. Nous réduisons les dépenses publiques. Nous ne remplaçons pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Depuis que je suis président de la République, nous avons supprimé 135 000 postes de fonctionnaires. Et la dette publique est abyssale, 1591,5 milliards. Mais oui, mais vous savez, Monsieur Denisot, la France présente un budget en déficit depuis 1974. Je suis président de la République depuis 2007. J'espère que vous ne me tenez pas pour responsable des déficits accumulés entre 1974 et 2007. Ça ne se ralentit pas. Si, ben pour que la dette réduise, il faut que le déficit soit en dessous de 3%. Pourquoi? Parce que comme le PIB augmente, à ce moment-là, on réduit la dette. C'est exactement toute la politique que nous menons avec François Fillon, qui porte ses fruits. Je regardais les chiffres qui ont été publiés ce matin. Avez-vous vu que la France a créé près de 50 000 emplois au 3e trimestre? Et la France, en solde, a créé 100 000 emplois sur l'année dernière.
Puisqu'on parle de l'emploi, c'est le dernier mot d'économie avant de passer au G20 clair. François Fillon l'a dit aujourd'hui à l'Assemblée. Vous le dites aussi ce soir. L'emploi. Que fait-on précisément contre le chômage quand on dit que c'est un gouvernement de combat contre le chômage? Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous envisagez? Nous ferons deux choses prioritaires. La première, c'est que nous allons profiter de la négociation que vont engager les partenaires sociaux sur la nouvelle convention d'assurance chômage qui se termine au mois de mars. Vous savez, c'est la convention qui prévoit l'indemnisation des chômeurs. Et je souhaite, et nous les aiderons à cette occasion, à obtenir la généralisation du contrat de transition professionnelle. Au fond, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un système où, en France, il n'y ait plus de licenciés économiques qui se retrouvent au chômage. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand il y a un licenciement économique, la personne qui est licenciée n'y est pour rien. C'est profondément injuste. Elle n'y est pour rien. Cette personne-là, nous la prendrons en compte, on lui garantira 1 an de son salaire, elle aura un contrat avec Pôle emploi et elle sera accompagnée dans un effort de formation. Et elle aura l'obligation d'accepter un emploi ou une formation qualifiante. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est pour les jeunes. Les jeunes, il y a 23% de chômeurs chez les jeunes. C'est beaucoup trop. Il y a 600 000 jeunes qui sont en formation d'alternance. Savez-vous qu'un jeune en formation d'alternance, c'est-à-dire les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, a 70% de chances de trouver un emploi? Un jeune en formation d'alternance a 50% de chances qu'un jeune en formation théorique de trouver un emploi. Nous sommes à 600 000. Il faut doubler le nombre des jeunes en formation alternance. Donc vous voyez, les jeunes, les licenciés économiques, on va se battre sur ce front-là, on obtiendra des résultats. D'ailleurs, le chômage reculera l'année prochaine, l'économie repart, est en train de repartir, on peut s'en sortir, on a les moyens de bien faire, il n'y a pas de fatalité, je ne pense pas qu'on a tout essayé contre le chômage, c'est un engagement qui sera un engagement total du gouvernement sur ce front-là. Alors on va peut-être parler des problèmes économiques internationaux. Vous avez parlé vous-même de l'Irlande, elle est dans de graves problèmes de déficit budgétaire. Vous venez de Séoul, où il ne s'est pas passé grand-chose, ou en tout cas peu de décisions ont été prises. La France prend la présidence du G20 cette année. Qu'est-ce que vous voulez faire pour imprimer votre marque et surtout, j'allais dire, pour imposer un certain nombre de règles aux deux géants que sont les États-Unis et la Chine, car c'est ça, ce sont les clés au fond. Je vous remercie, mais je n'ai pas un tel ego que le problème pour moi, c'est d'imposer ma marque. Les choses sont beaucoup plus complexes. On vous a vu souvent sur la scène internationale vous engager personnellement. C'est le président du G8 en janvier en plus. Oui, mais bien sûr, mais la question, c'est d'obtenir des résultats. D'abord, depuis Bretton Woods en 1945, on ne peut plus rester dans cette pagaille monétaire qui est extraordinaire. Regardez l'euro. Ce n'est pas un problème technique. L'euro est monté jusqu'à 1,42 contre $1. Quand il a été introduit, il était $1 pour €1. Si l'euro prend 40% de valeur, ça veut dire que les produits fabriqués en zone euro, vendus en zone dollar, ont augmenté de 40%. C'est insupportable. Donc il faut un nouveau système monétaire international. Deuxièmement, mais pardon, est-ce que la Chine est prête à vous écouter? La Chine, en tout cas, m'a donné son accord pour l'organisation d'un premier séminaire sur la question au printemps, que j'irai présider moi-même avec les Chinois pour essayer d'avancer dans cette direction. Et j'en parlerai d'ailleurs avec M. Strauss-Kahn demain. Deuxième point. Il est capital que le milliard d'habitants en Afrique ait les moyens de se développer. L'échec de l'Afrique sera le drame de l'Europe, notamment sur les problèmes migratoires. Donc il faut un nouveau système pour financer le développement de l'Afrique. Et j'entends que la France montre l'exemple sur la taxation des transactions financières. On peut imaginer une taxation très faible pour apporter à l'Afrique et aux pays pauvres les moyens de donner de l'emploi à leur population. Montrer l'exemple, ça veut dire décider de le faire, même seul. Montrer l'exemple, ça veut dire que si un petit nombre de pays leaders, dont la France, croient dans cette idée, eh bien nous le ferons avant les autres. Qui vous suit pour l'instant dans cette démarche? J'aurai l'occasion d'en parler au début du mois de janvier. Troisième point, je pense à nos agriculteurs. On ne peut plus continuer comme ça. La spéculation sur le prix des matières premières est inadmissible. Inadmissible. Ce n'est pas l'économie de marché, cela. Le yo-yo sur le pétrole, sur le gaz et sur tous les produits alimentaires. Il faut mettre de la transparence, il faut réguler le marché de matières premières, notamment les produits dérivés. Ça sera les grandes lignes
de la présidence française du G20. En vérité,